sur votre santé, la santé de votre appareil digestif. On en parle avec le docteur Sarah Al-Oudghiri, elle est gastro-entérologue. Et comme promis, on s'intéresse tout de suite à votre appareil digestif pendant le mois de Ramadan. On en parle avec le docteur Sarah Al-Oudghiri, gastro-entérologue. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, notre appareil digestif est mis à rude épreuve pendant le mois de Ramadan. Mythe ou réalité, docteur Oudghiri? Alors, mythe ou réalité, ça dépend plutôt des habitudes de rupture de jeûne que du mois de Ramadan lui-même. Donc, en effet, quand on a des mauvaises habitudes de rupture de jeûne, lorsqu'on a l'habitude de manger trop gras, trop salé, trop épicé, trop sucré, effectivement, notre tube digestif est mis à rude épreuve, on a des lenteurs à la digestion, etc. Tandis que quand on rompt le jeûne de manière beaucoup plus équilibrée, quand on rompt le jeûne de manière beaucoup plus légère, à ce moment-là, au contraire, le tube digestif est mis au repos et ça lui permet de bénéficier d'une régénération et de se détoxifier de manière saine. D'ailleurs, il y a un prix Nobel qui vient d'être remis en 2016 qui justement montrait les avantages du jeûne, notamment lors de la détoxification cellulaire. Alors, la rupture du jeûne est très importante, mais il y a aussi ce qui vient après. À savoir le dîner, à savoir sahur, entre les repas aussi. Ça aussi, c'est important? Bien sûr, c'est tout à fait. C'est ce qui est primordial, justement. Il faut apprendre l'habitude de rompre le jeûne de manière légère, avec des boissons qui ne soient pas trop froides, pas trop chaudes, ne pas manger trop précipitamment, pas en grande abondance, et ça va permettre de continuer les activités ultérieures et de permettre au tube digestif de digérer beaucoup plus lentement. Alors, pas trop froid, et là il fait chaud justement, et souvent à l'heure de la rupture du jeûne, on a soif, et premier réflexe, c'est date et eau. Est-ce que c'est un bon réflexe? Date, oui. Eau, oui, mais à température ambiante. Pas de problème. Pas de problème. Un verre, 2 verres, les personnes qui vont au-delà d'un verre d'eau, est-ce que c'est beaucoup? C'est beaucoup. Dans un premier temps, oui. Commencer lentement. Et puis par la suite, boire à sa soif, boire en quantité suffisante, mais pas trop rapidement. C'est le mot-clé. Alors, on va aller sur la particularité des consultations pendant cette période. Beaucoup de personnes se plaignent de reflux gastro-œsophagien. Oui, tout à fait. Alors, les consultations durant cette période, effectivement, il y a beaucoup de consultations de reflux. Il se trouve que durant le mois de Ramadan, et surtout à partir du 10e jour du mois, la sécrétion acide commence à augmenter jusqu'à 50%. Et cette sécrétion ne revient à la normale qu'après un mois à la fin du Ramadan. Ce qui fait qu'effectivement, les gens ont tendance à ressentir des brûlures au niveau de l'œsophage, des remontées acides, et effectivement, ça peut les gêner. Oui. Et pourquoi justement 10 jours après le début du mois de Ramadan et un mois après pour une stabilisation? Le retour à la normale se fait de manière lente. D'accord. Donc, mais c'est dû à notre alimentation? C'est physiologique. Non, au contraire, c'est physiologique. Physiologiquement parlant, un mois après le Ramadan, la sécrétion acide commence à retourner à la sécrétion basale. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais 10 jours avant, cette sécrétion augmente. Cette sécrétion, après le 10e jour, vous avez dit? À partir du 10e jour du Ramadan, l'augmentation arrive à 50% au-dessus de ce qu'elle était avant de jeûner. Et c'est physiologique? C'est physiologique. Donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas graisser davantage l'estomac parce que cet acide est en quelque sorte mauvais pour l'estomac? Alors, il ne faut pas l'agraisser en rajoutant une mauvaise alimentation. Encore une fois, une alimentation trop sucrée ou trop grasse, ça augmente de l'acidité gastrique. Mais il faut savoir que malgré cette augmentation physiologique, seuls 10% des jeûneurs ne ressentent de symptômes. Donc, ça reste quand même quelque chose de supportable. Très bien. Alors, reflux gastro-œsophagien, il y a aussi des troubles des intestins. Oui, il y a des troubles dyspeptiques qui concernent tout le tube digestif, mais également une constipation dont se plaignent pas mal de personnes. Et c'est principalement dû, encore une fois, à l'alimentation qui est pauvre en fibres, pauvre en légumes, et puis pas assez de boissons après la rupture du jeûne. Il faut savoir que la constipation en elle-même est source d'autres types de consultations, à savoir de complications telles que les crises hémorroïdaires ou les fissures anales, qui sont principalement dues à la constipation. Alors justement, ces personnes, soit celles qui vont venir pour les troubles gastro-œsophagiens ou encore pour les troubles dyspeptiques, initialement ces personnes, est-ce qu'elles ont déjà un terrain favorable ou ça peut arriver à n'importe qui? Ça peut arriver à n'importe qui à hauteur de 20%.
D'accord? Donc il y a des personnes qui se plaignent de rien du tout et dans 20% des cas commencent à se plaindre de troubles dyspeptiques, de reflux. Maintenant, les personnes qui étaient déjà sujettes à des ulcères, si l'ulcère est cicatrisé depuis plus de 3 mois et si la personne est protégée du point de vue gastrique, ça rejoint la population générale. Elles n'ont pas à se plaindre d'autre chose que les autres personnes. Maintenant, si ce sont des ulcères qui sont récents, à ce moment-là, les consultations ont lieu la plupart du temps en urgence parce que ce sont des complications qui ont lieu, notamment hémorragiques ou perforation d'ulcères. Mais là, encore une fois, ce sont des personnes qui ne sont pas censées avoir jeûné. Elles jeûnent malgré une contre-indication médicale. Absolument. En tant que gastro-entérologue, vous posez certaines contre-indications au jeûne? Tout à fait. Alors, les contre-indications au jeûne sont connues. Donc, bien évidemment, un ulcère récent de moins de 3 mois. Donc là, la personne ne doit pas jeûner. Je tiens à préciser que pour les personnes qui souffrent d'ulcères et dont l'ulcère est cicatrisé et qui ont une gastroprotection une semaine avant le ramadan et durant le ramadan peuvent jeûner de manière normale. D'accord. Donc en dehors de l'ulcère, il y a les patients qui présentent des cirrhoses du foie qui sont décompensés. À ce moment-là, la contre-indication au jeûne est posée. Et puis toutes les maladies en poussée, notamment les maladies inflammatoires, intestinales, toutes les maladies en poussée, contre-indique le jeûne durant le mois de Ramadan. D'accord, absolument. Alors, pour revenir aux crises d'hémorroïdes, justement, les personnes qui en font hors Ramadan, c'est-à-dire qui ont l'habitude d'en faire, est-ce qu'il faut une prise en charge particulière pendant cette période ? La prise en charge, c'est la prévention en aval, si vous voulez. Et ça repose avant tout sur une hygiène alimentaire et une hygiène de vie, donc une alimentation riche en fibres pour ne pas entraîner de constipation, une activité sportive légère, pas trop intensive durant le ramadan. Donc c'est plus une hygiène de vie à respecter qu'autre chose. Alors, nos principales erreurs, en fait, c'est nos erreurs en termes d'alimentation, c'est ce qui influe directement sur la santé de notre appareil digestif, mais il y a aussi beaucoup d'automédication. Alors, il n'y a pas plus d'automédication durant le mois de Ramadan qu'en dehors de cette période. Par rapport au reflux, par rapport aux troubles des intestins. Alors oui, bon, certains patients vont prendre des médicaments qui vont soulager leur douleur. En général, ce sont des médicaments en vente libre, donc il n'y a pas de problème pour être soulagé. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a certains patients qui ont l'habitude de s'automédiquer, notamment en anti-inflammatoires, en aspirine, etc. Et durant le mois de Ramadan, ça provoque plus de complications qu'en dehors du mois de Ramadan, parce que le tube digestif est doublement agressé. D'accord. Entre cette augmentation de l'acide gastrique et l'agression des médicaments. Chimiques, voilà. Chimiques, absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tous ces désagréments, docteur Oudreri? Alors, il y a certaines règles à suivre et qui sont d'ailleurs dictées par la religion. Notamment le jeûne des quelques jours précédant le mois de Ramadan est fortement conseillé puisqu'il prépare notre organisme au mois suivant. Également, le jeûne des quelques jours suivant le mois de Ramadan permet un retour à la normale progressif. Donc ça, c'est pour préparer. Mais là, nous sommes en plein mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, il faut rompre le jeûne par des aliments qui sont légers, en quantité et en qualité, puis dîner 2-3 heures après la rupture de jeûne. Alors dans l'idéal, il faudrait que l'assiette comporte un quart de protéines, un quart de sucre lent et la moitié de légumes et de fibres. Il faut veiller à bien s'hydrater durant toute la soirée, boire progressivement 1,5 litre d'eau durant toute la soirée. Et puis pour le repas matinal du suhoor, c'est conseillé de prendre beaucoup de liquide, de prendre des céréales et notamment l'avoine qui va aider à ne pas sentir la faim durant la journée suivante. L'avoine, parce que ça gonfle dans l'estomac? C'est ça tient bien, ce sont des sucres lents et c'est un coupe-faim naturel et ça permet de passer une bonne journée. Ah, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne information, je retiens. Alors, docteur Oudreri, justement, les nuits sont courtes, les soirées sont courtes. Est-ce que, par exemple, on peut, vous en tant que médecin, est-ce que vous pouvez conseiller ou ne pas contre-indiquer une rupture du jeûne qui constitue aussi un dîner, en fait, et que le repas d'ensuite ne soit pas 2 heures après, mais plutôt le repas du suhoor? Effectivement, c'est ce qui se faisait traditionnellement il y a plusieurs années.
et les gens s'en portaient pas plus mal. Moi, à titre personnel, c'est ce que je fais, effectivement. C'est une rupture de jeûne avec un bouillon clair ou une soupe de légumes. Et par la suite, le dîner qui reste léger. Et puis, avant de s'endormir ou lors du repas matinal, effectivement, les céréales complètes. Oui, céréales complètes, oui, moi, je conseille absolument ce mode de rupture de jeûne. C'est-à-dire qu'on n'agresse pas l'estomac comme ça, on ne le laisse pas trop longtemps vide? Non, du tout. C'est bien supporté, c'est bien toléré, à condition de commencer lentement une rupture de jeûne lente, avec des liquides, et par la suite, notre repas, notre dîner. Et d'ailleurs, je conseille aussi de commencer par le fruit, avant d'entamer son dîner à proprement parler. D'accord. Donc, un bouillon clair, une soupe de légumes. Un fruit. Et son repas principal. Docteur Sarah El-Oudriri, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Merci pour tous ces conseils. Vous êtes, je le rappelle, gastro-entérologue à Rabat. Merci à bientôt, docteur. C'était un plaisir. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très très bonne suite des programmes sur Médien TV. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Très bonne suite des programmes et à très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb et sur Médien TV.